Donc, j'aimerais d'abord remercier le REFO de m'avoir invité à faire ce projet ici, mais aussi le Bureau des affaires francophones de l'Université Laurentienne qui a loué la salle et qui a fourni le magnifique dîner que nous avons, avec lequel on pourra grignoter tantôt lorsque la présentation sera terminée, mais seulement à ce moment-là. Donc, voilà, de résumer 4 siècles d'histoire politique en Ontario français, c'était tout un défi. Ça a voulu dire qu'il a fallu que je m'inspire de beaucoup de manuels, de recherches existantes pour offrir un condensé, offrir un sens et une trame et un fil conducteur à cette histoire-là d'une perspective politique. Donc, on ne va peut-être pas parler des manifestations culturelles autant qu'on le ferait dans une présentation sur l'histoire de l'Ontario français, puisqu'on utilise la veine de l'histoire politique aujourd'hui. On va essayer de faire essentiellement un résumé intéressant et engageant, j'espère, à cette époque. Donc, allons-y. Donc, de parler de l'Ontario français, de ses origines coloniales jusqu'à nos jours, c'est quelque chose qui est quand même un défi important. Donc, on peut noter d'emblée que de poser la question franco-ontarienne sur 4 siècles, c'est aussi un peu dénaturer les origines de l'Ontario français, qui sont essentiellement coloniales et françaises, parce qu'on a commencé à parler d'Ontario français beaucoup plus tard, au 19e et surtout au 20e siècle. Donc, mais on s'est inséré quand même dans une grande trame d'une aventure coloniale qui a commencé en 1610 en particulier dans notre région. Et on peut dire que sur ces 4 siècles-là, l'Ontario français a eu une présence modeste, peut-être même marginale, mais quand même assez significative. C'est-à-dire qu'on a été nombreux, nos agissements ont été nombreux, même si parmi la population ontarienne, on a toujours été une petite minorité. Donc, je vous dirais que c'est peut-être le fil conducteur qu'il faudrait avoir en approchant cette présentation ici. Donc, la période coloniale française. Les premiers explorateurs qui sont arrivés n'étaient pas des Canadiens français et ne sont pas arrivés sur un territoire qui s'appelait l'Ontario à l'époque. Ils sont arrivés dans une nouvelle terre américaine et la France était une monarchie comme les autres qui s'investissait dans la conquête territoriale et économique de l'Amérique du Nord. Donc, il y en a eu 9 monarchies qui se sont intéressées à cette chose-là. Certaines ont eu plus de succès que d'autres, dont la monarchie espagnole, l'Angleterre et la France, essentiellement, ont eu le plus de succès, et le Portugal, dans les Amériques pendant ces années-là. Donc, c'est arrivé là pendant les années 1600, c'est fait dans un contexte particulier. C'était un contexte où les Européens avaient innové au plan technologique en développant la boussole, par exemple, et des navires plus légers qui pouvaient traverser l'Atlantique, qui pouvaient amener des gens sur des grandes distances au travers de l'océan pour enfin qu'ils atteignent, et en assez grand nombre au 17e siècle, les côtes atlantiques de l'Amérique. Donc, des gens comme Champlain, qui a fondé Québec en 1608, étaient de cette trempe-là. Donc, les Français sont arrivés dans la région de l'Acadie, donc Port-Royal en 1604, Québec en 1608, mais ils ont fini par remonter l'Outaouais aussi et atteindre la région qui s'appelle aujourd'hui l'Ontario, au travers de la personne d'Étienne Brûlé et de Samuel de Champlain. C'est des gens qui ont établi des bons rapports avec les Hurons au départ, donc des rapports qui étaient cordiaux, qui étaient mutuellement bénéfiques au plan économique, mais qui, pour les Hurons, ont quand même été assez dévastateurs parce que plusieurs d'entre eux, en fait, sont décédés à cause des maladies que les Européens ont apportées et en raison des conflits aussi entre différentes tribus, parce que l'arrivée des colons français a aussi apporté un grand déséquilibre au sein des sociétés autochtones telles qu'elles existaient vers 1600. Mais la proclamation royale de 1763 et la Grande Paix de Montréal, c'était des documents qui reconnaissaient l'importance stratégique et politique des Autochtones aussi. Donc la marginalisation qu'ils vivraient
en fait, serait beaucoup plus importante au 19e et au 20e siècle. C'est une réalité plus contemporaine. Pendant les 2 premiers siècles, les relations avec les Autochtones étaient essentielles pour que les Français puissent explorer et faire du commerce et commencer la colonisation dans la vallée laurentienne. Aussi, il faudrait sans doute dire, ici vous avez une carte de la Nouvelle-France vers 1645, c'était des régions qu'on avait commencé à explorer. On avait déjà établi des villes sur le fleuve Saint-Laurent. À l'époque, on ne voyait pas nécessairement la langue, ou on ne lui attribuait pas la même importance qu'on lui attribue aujourd'hui. À l'époque, c'était la religion qui primait. Donc, on s'identifiait davantage à un groupe religieux qu'à une langue. Puis il y a une raison très simple, parce que en Europe de l'Ancien Régime, les monarques, les rois, avaient tendance à imposer leur religion sur leur peuple. Ce qui a mené à une série de guerres de religion pendant les années 1500, donc entre le protestantisme et le catholicisme. Donc la France, avec la Réforme, a fini par avoir une certaine population de protestants, mais ils ont été chassés, convertis ou tués pendant les guerres de religion, ce qui a fait en sorte que la France, arrivée en 1600, était essentiellement un pays plus ou moins homogène au plan de la religion. Et plusieurs pays vivaient de cette même manière-là. Donc les pays scandinaves étaient protestants, tout comme l'Angleterre. La France avait tendance à être catholique. Au plan linguistique, cela étant dit, la majorité des gens qui habitaient au sein du Royaume de la France ne parlaient pas français ou parlaient très peu français, parce que le français, c'était la langue qui était parlée surtout aux alentours de Paris, dans la région de l'Île-de-France. Donc, oui, la France avait adopté le français comme langue officielle ou comme langue de communication au sein de son royaume à partir de 1539. Cela étant dit, c'était une langue qui était très concentrée aux alentours de Paris. Les autres régions parlaient des patois comme le provençal ou la langue d'oc. Donc d'autres langues qui étaient du latin vulgaire, j'ai mélangé mes voyelles là. Donc du latin vulgaire qui s'était inspiré du français et avait formé une autre langue comme telle. Mais le français était la langue qui avait le pouvoir. Donc la France en 1600, c'est un pays qui est homogène au plan religieux, ou presque, mais au plan linguistique, c'est un pays qui est extrêmement diversifié. Cela étant dit, la Nouvelle-France a atteint une certaine unité linguistique très tôt dans son histoire. La raison étant que plusieurs des colons, en fait, venaient du nord de la France, qui était une région où le français était connu et parlé, beaucoup plus que dans le sud et dans l'ouest. Et le fait que 70% des femmes qui sont arrivées en Nouvelle-France, dont les filles du roi, pour ceux qui étaient à la conférence au mois de novembre, les filles du roi venaient de Paris. Et à Paris, c'était la langue maternelle des gens du français. Ce qui a fait en sorte que 70% des femmes, avec 90% des colons masculins qui venaient du nord et des gens des autres régions, ont favorisé l'utilisation et la prolifération du français, au point où, en Nouvelle-France, rendu en 1650-1700, on parlait parmi les habitants que français. On avait atteint une homogénéité linguistique en Nouvelle-France qu'on n'atteindrait pas en France, en fait, avant le 20e siècle et pendant ces années-là. Donc, encore, il faut se remettre, quand on parle de la présence politique de l'Ontario français, il faut se remettre dans ce contexte-là où la religion était plus importante que la langue et la langue comme française, comme langue commune, était un phénomène quand même assez récent pendant ces années-là. C'est dans ce monde qu'est venu Étienne Brûlé. Ici, on le voit à l'embouchure de la rivière Humber. Il a commencé à explorer les pays d'en haut en 1610. C'était un jeune coureur de bois de 20 ans qui était le premier Français à explorer et à habiter la région des Grands Lacs. Dans un univers où le catholicisme était plus important que la langue, donc Samuel de Champlain, qui viendrait dans les mêmes régions que lui en 1615 et 1616, dont on commémore le 400e anniversaire l'année prochaine, n'a pas reproché au jeune coureur le fait qu'il avait adopté la langue huronne ou la culture huronne. C'était pas ça qui était le plus préoccupant, c'était en fait son comportement qu'il jugeait immoral. Parce que Champlain aurait dit de Brûlé en 1620, et je cite, qu'il est vicieux de caractère, très adonné aux femmes et porté vers des débauches incontrôlables.
Fin de citation. Donc, Champlain a plutôt confié, en voyant ce jeune coureur de bois-là, ne pas se comporter de la manière qu'un jeune explorateur comme il devait le faire. Donc, il a confié l'exploration aux missionnaires. Et c'est la raison pour laquelle les Récollets et les Jésuites sont arrivés en Ontario dès les années 1630. C'est eux qui ont produit les premiers écrits sur l'Ontario français, qui ont établi le premier établissement, le fort Sainte-Marie au pays des Hurons en 1634. C'était une mission importante où on instruisait, où on faisait de l'évangélisation, où on soignait les malades aussi. Et on a essentiellement établi des bons rapports avec les Hurons et il y a eu une certaine transmission du catholicisme qui s'est faite avec succès. Mais encore là, on évangélisait, les Jésuites apprenaient la langue des Hurons afin de essentiellement transmettre la foi dans ce contexte-là. Cela étant dit, les Français étaient déjà contaminés, comme les autres Européens, et donc ont amené beaucoup de maladies infectieuses avec eux. Donc, leur contact très reproché avec les Hurons a fait en sorte que plusieurs d'entre eux sont décédés. Ça a causé des conflits militaires avec les Iroquois pendant ces années-là. Et puisque les Jésuites étaient accusés d'être sorciers, au bout de 14 ans, les Jésuites ont décidé de mettre feu, essentiellement d'incendier le fort Sainte-Marie au pays des Hurons en 1649. Et donc, c'était la fin de la présence des Jésuites, mais aussi la fin d'une première aventure missionnaire en Ontario français. On pourrait aussi dire que les efforts de peuplement, je vais y revenir, étaient... j'ai une bonne carte ici. On peut aussi dire que les efforts de peuplement avaient tendance à être très modestes. Parce qu'on s'intéressait surtout au commerce des fourrures. Parce que on voulait rapporter des fourrures en France, parce que c'est des marchands qui faisaient les explorations d'habitude. On voulait rapporter ces fourrures-là ailleurs. On ne cherchait pas, à l'origine, à établir une colonie de peuplement, comme on est en train de le faire au sud, dans les États-Unis. On pourrait dire que cette stratégie-là de commerce sans colonisation a été remise en cause par Louis XIV, qui était le roi de la France au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, qui a décidé d'abolir les compagnies marchandes à un moment donné et d'en faire une colonie royale où on aurait un intendant et un gouverneur locaux, où on aurait une église locale, donc le premier diocèse catholique a été établi en 1674, et parce qu'on voulait assurer la présence militaire française un peu partout, à partir des années 1660, on établit des forts un peu partout dans les régions qu'on avait explorées quelques décennies plus tôt. Donc vous voyez ici qu'on était resté jusqu'aux années 1660 dans la vallée laurentienne, on avait exploré d'autres régions, mais on n'avait pas établi de fort comme tel. Et c'est ce qu'on a fini par faire. On a descendu le Mississippi, on a établi des forts jusqu'à la Nouvelle-Orléans et jusqu'au lac Winnipeg dans l'ouest. Et donc c'est une très grande région. Et même en Ontario, on s'est rendu jusqu'à Kenora, Fort Francis, ou l'équivalent de nos jours, pour établir le Fort Saint-Pierre, le Fort Saint-Charles, et d'autres forts dans l'Ontario. Donc dans le sud, on avait le Fort Niagara, le Fort La Tourette, qui est dans la région du lac Nipigon. Donc on était dans le nord-ouest à partir de cette région-là. Le Fort Frontenac, le Fort du Détroit. Et donc beaucoup de forts ont été établis entre 1660 et environ 1720 pour assurer la présence coloniale française, ou du moins réclamer ces territoires-là pour la France. Mais le nombre de colons est quand même demeuré assez faible si on la compare, par exemple, aux colonies au sud, aux 13 colonies américaines, parce qu'on avait favorisé le peuplement dès le début. Et on avait aussi commencé la traite des esclaves dans cette région-là. Il y a eu des esclaves en Nouvelle-France, mais il n'y en a pas eu autant qu'il y en a eu dans le sud, loin de là. Cela étant dit, cette ambition
d'occuper une grande partie de l'Amérique du Nord se faisait dans un contexte particulier, un contexte où la Grande-Bretagne devenait de plus en plus puissante au plan militaire, parce que la France, par exemple, a perdu la guerre de succession d'Autriche, ce qui a fait en sorte qu'elle a dû renoncer à certains territoires plus près de la baie d'Hudson et ce qui est devenu la Nouvelle-Écosse par après. Donc on a dû déjà accorder ces terres-là à partir de 1713 à l'Angleterre. Donc, la France a redoublé d'efforts en fondant des nouveaux forts comme le fort Rouillé, qui est dans la région de Toronto, qui n'existe plus aujourd'hui, mais je veux dire qu'il se trouve dans la région de Toronto de nos jours. Mais la seule région véritablement à avoir été colonisée, c'est celle du Détroit, dans la région de Windsor, où Cadillac a établi une première paroisse du côté du Michigan actuel en 1701, mais toute la région des deux côtés de la rive ont été peuplées à l'époque de la Nouvelle-France. Et c'est vraiment la seule région où on a eu une présence humaine permanente à l'époque de la Nouvelle-France. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la première paroisse de langue française a vu le jour dans la région du Détroit en 1767 et la première école en 86. Donc, c'est une région où, depuis 250 ans, on a des paroisses francophones et 225 ans qu'on enseigne, qu'on a des écoles françaises dans cette région-là. Donc, on pourrait dire que c'est le germe ou le début de l'Ontario français contemporain qu'on a vu émerger dans cette région ici, où il y a des colons français qui sont établis depuis maintenant 313 ans. Mais, entre-temps, la guerre de 7 ans, qui était une autre guerre européenne très importante qui opposait Londres et Paris, a scellé le sort de la petite colonie, la petite colonie qui habitait le long du Saint-Laurent et dans certains endroits comme le Détroit. Donc, la défaite des troupes du marquis de Montcalm, vous connaissez, le célèbre événement de la conquête en septembre 1759, on perd cette bataille-là et la France a fini par perdre la guerre de 7 ans. Ce qui a fait en sorte que elle a dû renoncer au Canada et l'attribuer à la Grande-Bretagne. Elle a aussi fini par vendre d'autres régions qu'elle réclamait à son nom, dont la vallée du Mississippi, de la Louisiane. Donc Napoléon a décidé de vendre cette région-là à Thomas Jefferson en 1803. Et plus au sud, on ne le voit pas tout à fait ici, mais les esclaves affranchis de Saint-Domingue, qui deviendrait Haïti, sont aussi devenus la première république noire des Amériques. Ce qui a fait en sorte que la France avait perdu à peu près toutes ses possessions coloniales rendues en 1804. À l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une petite île qu'on voit presque pas, qu'on voit pas du tout sur cette carte ici, où on a quand même maintenu une certaine réserve pour la pêche. Et c'est une situation qui perdure jusqu'à nos jours. Donc, qu'est-ce qui allait arriver? Par exemple, à ces 60 000 colons-là qui s'étaient établis, surtout dans la région de la vallée du Saint-Laurent, mais ailleurs, dans la région du Détroit. Qu'est-ce qui allait se passer, justement, quand, en novembre 1760, au Détroit, on a baissé le drapeau royal français pour le remplacer avec le Union Jack? Bien, ce changement essentiellement de pouvoir en Nouvelle-France a apporté le départ de l'élite coloniale, marchande, commerciale vers la France. Donc, tout le monde qui avait un poste d'importance dans la colonie de la Nouvelle-France, en grande partie, pas tout le monde, mais presque tout le monde, sont repartis et se sont installés en France à ce moment-là. Et cette élite-là a été remplacée par une élite anglo-saxonne qui allait s'occuper des affaires politiques et commerciales de la colonie à partir de ce moment-là. Donc, déjà, la couronne britannique parlait de vouloir éliminer le catholicisme puis éliminer la langue française. Cela étant dit, le Canada était une colonie qui était peuplée d'Autochtones et d'habitants français. Et donc, des gens qui pratiquaient la foi catholique, qui parlaient français, et des Autochtones.
Donc, on n'avait pas d'anglais dans cette colonie-là. Donc, le pouvoir britannique a dû se montrer conciliant un peu, avec l'Acte de Québec en particulier, en reconnaissant que la langue française, la religion catholique et le droit civil français pourraient être pratiqués dans cette colonie-là. Ce qui était en fait un privilège tout à fait particulier, qui était une chose qu'on ne tolérait pas ailleurs dans l'Empire britannique, mais on le tolérait ici parce que les 13 colonies au sud ici, qui étaient aussi britanniques, mais pas pour longtemps, commençaient à s'impatienter devant la mainmise du pouvoir britannique. La guerre de 7 ans avait coûté très cher, donc aux États-Unis, on commençait à imposer des taxes. Ceux qui sont ici de mon cours d'histoire des États-Unis, on en a parlé la semaine dernière. Donc, on commençait à imposer des taxes qui frustraient les colons américains, qui se disaient qu'ils seraient en mesure de former un pays autonome, qui n'aurait plus besoin de la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne n'était pas folle non plus devant ces contestations-là, en se disant que si elle voulait préserver son empire, eh bien, elle devait faire des concessions aux Canadiens pour pas qu'ils prennent les armes avec les Américains pour faire leur indépendance contre vis-à-vis de la couronne britannique. En fait, l'Acte de Québec a été un geste qui a été très provocateur dans l'histoire de la Révolution américaine parce que c'était une des raisons pour lesquelles les colons américains étaient frustrés en se disant que la Grande-Bretagne venait de donner tous ces privilèges-là aux ignorants catholiques français du Nord, et puis on ne reconnaissait pas la légitimité des aspirations d'autonomie des gens du Sud. Et donc, c'est un des éléments déclencheurs de la Révolution américaine. Donc, la Révolution américaine a aussi causé certains mouvements. Il y a eu des gens qui ont été chassés, d'autres gens qui ont été tués pendant cette révolution-là. Et une partie de la population a voulu se réfugier au nord, a voulu demeurer loyale à la couronne britannique. Et c'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a décidé de commencer à accueillir dans la région qui était la plus rapprochée des colonies américaines, donc ce qu'on appelle le sud de l'Ontario de nos jours, on a commencé à les accueillir au lendemain de la Révolution américaine. Cela étant dit, ces gens-là immigraient vers une colonie qui s'appelait the Province of Quebec, qui était francophone et catholique, et où on avait ces droits-là particuliers. Ça n'a pas pris de temps pour que les nouveaux colons britanniques qui étaient partis des 13 colonies réclament une certaine forme d'autonomie, une colonie autonome à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de tracer une frontière le long de la rivière des Outaouais en 1791 pour séparer le Bas-Canada du Haut-Canada. Donc, les Français seraient au nord et les Anglais au sud à ce moment-là. Même au début, dans ces premières assemblées législatives-là, qui n'étaient pas totalement démocratiques, on a dû admettre le français, cela étant dit. On avait encore l'intention de la couronne britannique était d'éliminer la langue française, sauf que avec une certaine députation canadienne-française, on devait admettre le français pour la simple raison que plusieurs d'entre eux ne parlaient pas l'anglais. En fait, la majorité d'entre eux ne parlaient pas l'anglais. Donc, si on voulait transiger avec ces gens-là, si on voulait avoir un bon rapport avec eux, il fallait reconnaître un certain statut aux Français à ce moment-là. Cela étant dit, la population francophone, par exemple, est demeurée marginalisée, même si on avait des lois et des assemblées qui reconnaissaient certaines de leurs aspirations. Elle est quand même demeurée marginalisée, malgré le fait qu'elle soit demeurée la majorité jusqu'en 1860. Entre-temps, on peut dire que cette idée de républicanisme, de devenir autonome au plan politique, a séduit un certain nombre de Canadiens français, au point où, en fait, je ne suis pas arrivé là encore, on a eu des rébellions au Canada, mais des rébellions qui n'ont pas fonctionné. Les rébellions au Bas-Canada et au Canada ont été écrasées par le pouvoir britannique. Cela étant dit, la couronne était consciente que si justement elle ne reconnaissait pas la volonté
des Canadiens de gérer leurs affaires au plan politique eux-mêmes, qu'ils perdraient peut-être le Canada aussi, comme ils avaient perdu les États-Unis. C'est la raison pour laquelle le célèbre Lord Durham a fait son rapport en 1839 en recommandant deux choses pour que la colonie se porte mieux. D'abord, l'attribution du gouvernement responsable, qui voulait dire des élections, des premières élections en 1841, donc pour avoir un gouverneur, un exécutif et une législature qui était élue par les gens, et l'élimination de la langue française. Là, on allait le faire. La couronne britannique avait toujours voulu le faire, mais on s'est dit, ces gens-là, rétrogrades dans la vallée laurentienne, sont en train de causer trop de troubles, on va décider d'éliminer la langue française, on va les amener à la modernité en leur imposant l'anglais comme il faut. Donc, dans les nouvelles assemblées, oui, on aurait des droits politiques, mais le français serait interdit, essentiellement. Et c'est la raison pour laquelle la langue française a commencé à être vue comme étant un élément, même si pas aussi important que la religion, parfois même plus important que la religion, parce qu'on y voyait un marqueur identitaire, une valeur qui rassemblait des gens et qui permettait une certaine participation à la vie publique. Et donc, cette association-là de langue et de religion ancrée dans la vallée laurentienne, mais aussi dans d'autres endroits, a fini par donner aux Canadiens français un sens de nationalité. Ils ont commencé à se voir comme un peuple à ce moment-là, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement mis sur pied les instruments nécessaires pour faire ça auparavant. Donc, malgré le fait qu'on a interdit le français à l'Assemblée législative en 1840, on a dû le réadmettre en 1848 parce que les Canadiens français élisaient des députés canadiens français qui arrivaient à l'Assemblée et qui ne pouvaient pas s'exprimer. Et donc, c'était intenable, la capitale du Canada a changé de place à plusieurs reprises parce que l'Assemblée qu'on avait créée était pour les deux anciennes colonies, dans ce qu'on appelait le Canada uni. Donc, on avait une assemblée où les Canadiens français étaient encore majoritaires, mais on interdisait le français. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Ça a mené à la réintroduction du français en 1848. Donc, encore, on est confronté à une volonté britannique d'avaler le tout, d'écraser la différence, mais en même temps, on doit reconnaître en quelque part que cette mesure n'est pas pragmatique si on veut assurer la stabilité de la colonie. Du côté de Détroit, par exemple, on a vu ces changements-là, on a vécu ces changements-là de manière très intime. Dans la région du Détroit, par exemple, il y avait encore des esclaves de l'Empire français à la fin du 18e siècle. Il y en avait encore environ 200. Et certaines de ces familles canadiennes-françaises-là ont essentiellement fini par soit les libérer ou en tout cas, ça a fait en sorte qu'il y avait à peu près plus d'esclavage au début du 19e siècle, mais il y avait quand même quelques familles prolifiques qui avaient maintenu leur statut au fil des ans, comme la famille Bailly, par exemple, et en particulier, c'était une famille qui était très impliquée dans les affaires économiques et dans les affaires politiques, au point où, dans la première Assemblée législative du Haut-Canada, Jacques Baby a été nommé au conseil exécutif. Et donc, dès 1792, dès la première assemblée qui a existé sur le territoire qui est aujourd'hui l'Ontario, on avait un député canadien-français à ce moment-là. Donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, cette tradition-là de reconnaissance de la minorité date d'il y a très longtemps. C'est aussi une époque, au début du 19e siècle, que les Canadiens français ont commencé à émigrer. Je vais y revenir, mais qui ont commencé à s'installer à l'extérieur du Québec un peu plus, dans les régions de l'Est de l'Ontario, Bytown, qui devenait une ville forestière, mais aussi le Madawaska dans le Nouveau-Brunswick. Et donc, on commençait déjà à migrer vers les régions périphériques du Québec à partir de ces années-là. Mais il reste que la présence canadienne-française vers 1850 n'était pas énorme. On était seulement à peu près 26 000 à ce moment-là dans la région qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant l'Ontario. Et ici, on les voit à Bytown.
On enroulait bien des bio. Hein? Ici, on a une photo de charretier vers à Moonby. Mais ça, c'est en fait au 20e siècle. Parce que la photographie n'existait pas au début du 19e siècle. Mais on a une idée, ça a dû ressembler à ça, en fait, dans les premières années. La période confédérale. Donc, la période depuis 1867, et en fait au tournant du 20e siècle, est une période qui est particulièrement intéressante. Parce que, on peut dire que on avait fait la transition d'une colonie vers une démocratie. C'était quand même une monarchie constitutionnelle. On a encore une reine, n'est-ce pas? Mais on a mis sur pied le Dominion du Canada, qui était une fédération qui prenait les différentes assemblées coloniales du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l'Ontario, qui leur donnait certaines compétences législatives, mais qui essentiellement centralisait certaines responsabilités à Ottawa, en particulier au tournant du 20e siècle. En concevant le Canada, on avait vu le Québec un peu comme une réserve canadienne-française. Le terme n'est pas trop fort, parce que, dans une certaine mesure, on voulait contenir les Canadiens français. Donc, le Québec, en 1867, a été déclaré un État bilingue, et l'État fédéral admettait le français dans les tribunaux et à l'Assemblée législative, mais n'était pas officiellement bilingue. Et l'idée des Britanniques ou des Canadiens anglais à ce moment-là, c'était que le Québec deviendrait bilingue et donc, avec le temps, abandonnerait le français parce que cette population-là s'urbaniserait et Montréal fonctionnait en anglais. Et le reste serait anglais. Donc, on aurait une province bilingue et l'équivalent du Canada serait anglais. Cela étant dit, on occultait le fait que, bon, au Québec, 90% de la population était canadienne-française et il y en avait des pochettes importantes déjà en 1867, un peu partout, dans toutes les provinces, de la Nouvelle-Écosse jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Au Manitoba, les métis francophones étaient majoritaires encore à cette époque-là. Et au Nouveau-Brunswick, ils représentaient probablement 20% de la population, même à cette époque-là. Donc, cette conception du Canada a été confrontée à la réalité du terrain, qui devait s'adapter au fait qu'il y avait une plus grande diversité sur le terrain linguistique et religieuse que ce qu'on imaginait à l'origine du Canada. Ça a été confronté aussi au fait que le Québec devait offrir des services puis des privilèges particuliers à sa minorité anglo-protestante. Et les Canadiens français catholiques à l'extérieur de la province, n'étant pas fous, se disaient que eux méritaient probablement les privilèges identiques à ceux qui étaient octroyés à la minorité anglophone du Québec. Donc, avec, en fait, une certaine association puis intensification du catholicisme, mais aussi l'amélioration des conditions de santé, de la médecine, de la salubrité dans les villes. Non seulement l'espérance de vie a augmenté dans la vallée laurentienne, mais la natalité a augmenté de manière spectaculaire, au point où on était, en 1760, 60 000, et on était à peu près 900 000 80 ans plus tard. Okay? Donc, la population avait augmenté de 13 fois en 80 ans, ce qui est un taux de croissance absolument faramineux. Donc, les Britanniques, en voyant qu'il y avait 60 000 Français dans la vallée laurentienne et 1,2 million de Britanniques en 1760, avaient probablement raison dans leur constat que cette population-là allait disparaître de toute manière, comme était disparue la minorité néerlandaise à New York, parce que les Néerlandais avaient colonisé cette région-là brièvement, puis essentiellement, en tant que peuple distinct, ils sont disparus dans l'espace de quelques décennies. On pensait que la même chose allait arriver avec les Canadiens français, sauf qu'on n'avait pas prévu que les conditions de santé allaient s'améliorer et que la natalité allait atteindre des sommets incroyables. Tandis qu'en Nouvelle-France, on avait des plus petites familles, peut-être de 6, 7 enfants. On commençait à avoir des familles de 25 enfants au lieu.
pendant ces années-là. Et d'où la raison que la population augmentait constamment. Ce déséquilibre-là, une région ne peut pas augmenter sa population de 13 fois en 80 ans sans qu'il y ait des conséquences. On s'entend à ce niveau-là. Okay? Donc, on a commencé à défricher des nouvelles régions au Québec, mais il reste que les terres cultivables sont limitées parce que c'est un terrain qui est montagneux. Au plus au nord, c'est des terres qui ne peuvent pas vraiment être cultivées. Et donc, on a développé autant qu'on pouvait au Québec, mais la population a commencé à déborder parce qu'on ne pouvait pas diviser sa ferme en 25 pour tous ses fils, par exemple. C'était difficile. On va peut-être la diviser en 10, mais pour la prochaine génération, ça posait le problème du surpeuplement. Donc, cette population-là a commencé à migrer vers l'extérieur et migrer en nombre très important, dans les centaines de milliers, vers les usines de la Nouvelle-Angleterre et vers l'Ontario aussi. Il y en a environ 200 000 qui sont venus en Ontario, environ 400 000 qui sont allés en Nouvelle-Angleterre et certains sont allés au nord-est du Nouveau-Brunswick pendant ces années-là. Ce qui a contribué à une certaine façon de voir le Canada français, non plus comme étant limité à la vallée laurentienne au Québec, mais comme étant un pays, un peuple qui dépassait ces frontières-là et qui intégrait aussi les Acadiens, les Franco-Américains et les Franco-Ontariens, d'une certaine manière. Et cette conception-là a été favorisée par le mouvement du clergé, par l'établissement d'hôpitaux et d'écoles et d'un réseau associatif très important où les liens entre les Canadiens français du Québec et ceux de l'extérieur de la province étaient très intenses et fréquents. Presque tout le monde au Québec connaissait des Franco-Ontariens ou des Acadiens ou des Franco-Américains à ce moment-là parce qu'ils en avaient dans leur famille, tout simplement. Ils en avaient dans leur entourage qui avait fait ce déplacement-là. Donc, ça a favorisé cette conception-là d'un Canada français uni qui dépassait les frontières du Québec, qui était basé sur la ruralité, le catholicisme et la langue française. Cette présence a commencé... Oh, on n'est pas tout à fait au règlement 17 encore. Mais on y arrive. Cette présence, en fait, ne s'est pas généralisée dans toutes les régions. En fait, elle a été concentrée surtout dans les régions en périphérie du Québec. C'est la raison pour laquelle on migrait surtout vers l'est de l'Ontario, surtout vers le Madawaska, surtout vers les États frontaliers de la Nouvelle-Angleterre. Mais l'immigration était importante au point où, dans les régions comme les comtés de Prescott et de Russell, vers 1900, les Canadiens français sont devenus majoritaires. Mais c'était la première fois qu'il y avait une région, peut-être outre le Détroit, où, en fait, c'était une région qui était presque seulement anglophone et qui est devenue majoritairement francophone au fil des décennies. Les anglo-protestants et les Irlandais catholiques ont toléré cette présence-là au départ, mais au fur et à mesure que cette présence-là est devenue plus importante, eh bien, elle est devenue menaçante, d'une certaine manière. Et le nombre de Canadiens français continuait à augmenter parce que la natalité était très forte, n'est-ce pas, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On a continué à avoir des familles de 10, 15, 25 des fois. C'est surprenant que c'est physiquement possible, mais il y avait parfois des familles de second lit, puis autre chose, mais plusieurs femmes canadiennes françaises donnaient naissance à une vingtaine d'enfants, ce qui était sans doute pas une vie extrêmement facile. Mais en tout cas, le nombre de gens continuait à augmenter, ce qui faisait en sorte qu'aussitôt qu'on développait une nouvelle région, comme, comme le nord d'Ontario, je l'avais ici, comme par exemple lorsqu'on a développé un chemin de fer pour traverser, le Moyen-Nord ontarien, eh bien, les Canadiens français se sont retrouvés aussitôt et ont établi des villages, ont commencé à travailler dans les usines. Donc, on trouvait des villages comme Verner, comme Sturgeon Falls, mais aussi comme Corbeil, d'autres régions comme dans le Nipissing et dans l'Est ontarien et dans le Témiscamingue, où les Canadiens français étaient extrêmement nombreux et avaient mis sur pied des écoles et des institutions quand même assez impressionnantes. Et même dans les villes comme Ottawa, vers 1910, 30% de la population était francophone. Sudbury, 35% de la population était francophone. À Cornwall, elle était même à 50%.
pendant ces années-là. Et vers 1910, je vous avais dit qu'il y en avait 20 000, n'est-ce pas, en 1850. En 1910, il y avait 200 000 Canadiens français en Ontario, ce qui représentait à peu près 8 % de la population à ce moment-là. Donc, d'où la raison que cette croissance-là a été remarquée et a été, d'une certaine manière, dénoncée par certains qui trouvaient que cette présence-là menaçait le caractère britannique et protestant de la province. Donc, il fallait peut-être se pencher sur la question de la langue à l'école, parce que ces gens-là, les Canadiens français mettaient sur pied des écoles bilingues où on enseignait essentiellement en français. Et donc, on se disait que peut-être qu'il fallait éliminer les langues locales dans les écoles et enseigner qu'en anglais dans les écoles de l'Ontario. C'était une tendance qu'on observait partout, parce que toutes les provinces anglaises, hors Québec, ont adopté un règlement interdisant l'enseignement du français à un moment donné. En Ontario, c'est arrivé en fait très tardivement, vers 1912, alors que ça avait commencé en Nouvelle-Écosse dans les années 1860. Donc, mais on l'a fait un peu partout au Canada pendant ces années-là. La raison étant que l'acte confédéral, qu'on appelle souvent l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, reconnaissait le fait français dans les tribunaux et au Parlement et dans les lois. Mais ce n'était pas une langue officielle comme telle. C'était une langue officielle au Québec seulement, n'est-ce pas? Et au plan institutionnel, les écoles séparées, donc les écoles religieuses, étaient reconnues comme ayant un statut particulier, mais on ne disait pas que les écoles françaises catholiques, par exemple, étaient reconnues. Donc, on reconnaissait la langue dans les tribunaux et au Parlement, et on reconnaissait les écoles séparées, mais on ne reconnaissait pas la combinaison des deux constitutionnellement. Et c'est la raison pour laquelle on a pu éliminer ces écoles-là, ou du moins interdire le français à l'intérieur d'elles au tournant du 20e siècle. Aussi se remettre dans un certain contexte où l'école n'était plus, en fait, l'école n'était plus marginale. On commençait à lui attribuer énormément d'importance parce que le Canada, au tournant du 20e siècle, accueillait aussi 2 millions d'immigrants. Et c'était on n'avait jamais connu une immigration comme celle-là. Et donc, les gens au pouvoir se disaient que l'école devait être capable d'intégrer les nouveaux arrivants et donc leur inculquer des habiletés pour travailler dans une société industrielle, mais aussi des valeurs protestantes et la langue anglaise. Et donc, cette solution-là a progressivement été imposée sur les Canadiens français aussi, parce qu'on les voyait, dans certains contextes, comme des immigrants. Ou pas nécessairement comme des immigrants, mais comme des gens qui avaient des tendances un peu arriérées et qu'on devait changer, parce qu'on devait uniformiser la province. Même le Vatican n'a pas aidé dans cette situation-là, parce que lorsque les Franco-Ontariens ont fait appel au Vatican, Rome a tout simplement dit, ben écoutez, l'anglais c'est la langue des États-Unis, c'est la langue majoritaire au Canada, on peut bien l'éliminer si ça va sauver et amener une expansion au catholicisme en Amérique. Les Canadiens français répondaient généralement en disant « Oui, cher Vatican », ben, ils ne parlaient probablement pas de même, mais ils disaient « Cher Vatican » ou « Cher Pape ». En fait, l'Église a un monopole sur les Canadiens français parce que c'est la seule religion qui a des paroisses de langue française. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Canadiens français sont catholiques à peu près 99% et demi. Si on passe à l'anglais au sein des écoles séparées et au sein des églises, eh bien, on va s'ouvrir à la concurrence de toutes les autres églises protestantes et vous allez perdre votre monopole auprès des Canadiens français. On ne le disait pas de cette manière-là, mais c'est essentiellement l'argument qu'on avançait pendant ces années-là. Donc, la suite, vous le connaissez un peu. Donc, l'Association canadienne-française d'éducation a été fondée en 1910 parce qu'elle sentait que la pression augmentait sur la légitimité des écoles. Le premier jour, le Droit, qui était le premier quotidien de langue française, a été fondé en 1913. Encore pour un peu empêcher la restriction constante des écoles françaises.
Et c'est ce qui s'est passé quand même, parce qu'en juin 1912, on a adopté le règlement 17 qui éliminait le français à partir de la deuxième forme, c'est-à-dire à peu près la troisième année. On connaît encore la suite, l'idée des grandes manifestations, des résistances qui ont été menées par l'Ontario français parce qu'on se disait très légitimement que les Franco-Ontariens devraient avoir les mêmes privilèges que les Anglo-Québécois, du moins à cette époque-là. Et il paraît qu'on est maintenant au Sénégal. Je vais avoir du mal à faire le pont, là, mais ça va venir. Ça va venir. On pourrait aussi dire que plusieurs écoles ont résisté, mais la majorité, pendant le règlement 17, ont succombé. Parce que c'est un règlement qui a duré 15 ans. Et lorsqu'on n'obéissait pas au règlement, on perdait ses subventions. Donc, les écoles d'Ottawa, par exemple, en particulier, ont résisté pendant les 15 ans, mais dans la majorité des régions, on a fini par s'y conformer à un moment donné pour obtenir des fonds de la province. Parce qu'on se disait, après 10 ans, après 12 ans de règlement, qu'on n'allait pas l'abroger et qu'on allait devoir s'adapter à cette situation-là. Cela étant dit, la grande résistance qui a été menée par les Franco-Ontariens pendant ces années-là a amené les Canadiens anglais à un peu mettre de l'eau dans leur vin, en se disant qu'il y aurait peut-être une autre façon de voir le Canada, qu'on pouvait peut-être reconnaître une certaine légitimité aux Français, et que le meilleur moyen d'intégrer cette population-là, c'était peut-être pas en leur imposant une école anglaise, mais en enseignant tout simplement des cours d'anglais au sein des écoles françaises, ou qui étaient appelées bilingues à cette époque-là. Et même Lacfeo s'est dit à un moment donné que ça n'avait pas d'allure, que par exemple la majorité des enseignants n'étaient pas formés, n'avaient pas un baccalauréat. Donc il fallait peut-être fonder une école normale. C'est ce qu'on a fait à Ottawa en 1923. On a fondé une première école normale pour encore favoriser la qualité. Au point où, 4 ans plus tard, lorsque l'inspecteur Merchant est arrivé dans les écoles bilingues de la province, il a constaté que les jeunes franco-ontariens réussissaient mieux en mathématiques et dans toutes les disciplines que leurs confrères anglophones et écrivaient mieux en anglais. Et que dans plusieurs contextes, c'était les écoles bilingues qui avaient favorisé tout ça, qu'en fonctionnant avec 2 langues, qu'on était plus stimulé intellectuellement et qu'on arrivait à apprendre beaucoup mieux. Et donc, le rapport de Merchant a été très positif. Il l'a déposé à Queen's Park et c'est à ce moment-là que le gouvernement a dû reconnaître, et voici comment le premier ministre Howard Ferguson l'avait dit à l'époque, « The language of the province will be properly taught. » Fin de citation. Donc pour lui, la fin du règlement 17, il la dépeignait comme une victoire parce qu'on avait assuré que l'anglais serait bien enseigné. C'était bien une victoire pour les Franco-Ontariens, entendons-nous, qu'on ait abrogé ce règlement-là. Mais il y avait quand même une certaine adaptation qui s'était faite. Adaptation qui a rendu les Franco-Ontariens beaucoup plus timides à partir des années 20. Tandis qu'ils avaient tendance à se voir comme les équivalents des Anglo-Québécois pendant les premières années de la Confédération et pendant le règlement 17, l'épuisement de cette lutte-là a rendu les Franco-Ontariens beaucoup plus timides et beaucoup plus discrets. Tandis qu'ils avaient fait de la désobéissance civile pendant les années 10, avaient manifesté, avaient chassé des inspecteurs. Pendant les années 20, on a établi une société secrète pour faire avancer les revendications des Franco-Ontariens. C'est tout un monde différent là, entre 1915 et 1926, lorsqu'on établit l'ordre de Jacques-Cartier. C'est un reflet d'une population qui est beaucoup plus timide, qui avance avec prudence lorsqu'elle doit changer les choses. Et donc, il n'y a pas eu de grandes victoires pendant les années 20, 30, 40, 50. Il n'y a vraiment pas eu de grandes victoires avant les années 60 pendant ces années-là, parce qu'on misait des changements très spécifiques, extrêmement spécifiques, comme on voulait que les timbres soient bilingues. On voulait que les billets de banque soient bilingues. On voulait être capable d'écrire un chèque en français, ce qu'on a obtenu en 1962.
Donc, c'était des changements qui étaient très précis, qui changeaient la nature du fédéralisme canadien petit à petit, mais qui, en même temps, ne faisaient pas avancer l'Ontario français au plan institutionnel avec des grands gains, du moins en ce qui avait trait aux institutions de la province. Cela étant dit, l'ordre de Jacques-Cartier, et vous voyez les officiers fondateurs ici, alors qu'ils étaient déjà assez âgés, en 1951, ils ont quand même pu, par exemple, mettre sur pied les premières radios de langue française à Timmins et à Sudbury dans les années 50. Les premiers journaux à Windsor puis à Sudbury dans les années 30 et 40. Même avec la diversification associative, on a mis sur pied une association d'enseignants, une association d'hommes d'affaires et même une première association de la jeunesse franco-ontarienne en 1949. Donc, on se disait que en favorisant le développement des institutions, on ferait peut-être développer et avancer la population franco-ontarienne de cette manière-là. Ça se faisait aussi dans un contexte où les Canadiens anglais s'étaient battus pendant la Première Guerre mondiale et en avaient le ras-le-bol de se battre pour la couronne britannique alors qu'ils recevaient très peu. Eux aussi voulaient s'autonomiser d'une certaine manière et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le Canada a ouvert ses premières ambassades à l'étranger pendant les années 40. A inauguré la citoyenneté canadienne en 1946, parce qu'avant, on naissait citoyen britannique tout simplement. On devenait des citoyens canadiens à partir de 1946. Donc, les Canadiens anglais aussi cheminaient un tout petit peu en se voyant comme étant de moins en moins britanniques pendant ces années-là. Ouais, on peut sauter ce parti ici. J'allais parler un peu là, de la valorisation de la tradition et de la manière qu'on la voyait comme un agent mobilisateur pendant ces années-là, mais on en a déjà parlé, donc ça va suffire. Par rapport à la question de l'urbanisation, parce que la population canadienne-française, franco-ontarienne, habitait beaucoup dans les villages pendant les premières années, et la population s'est urbanisée progressivement. Mais les relations sociales et les institutions fonctionnaient différemment en milieu majoritaire à comparer à la manière qu'elles fonctionnaient en milieu minoritaire. Donc, en ville, par exemple, lorsqu'on était minoritaire, on avait besoin de plus d'institutions, on avait besoin de plus d'associations pour soutenir la culture minoritaire et empêcher ou du moins ralentir l'acculturation en anglais. Parce que c'était un défi qu'on commençait à connaître, particulièrement dans le sud de l'Ontario. Parce que beaucoup de gens migraient vers ces régions-là pour travailler dans les usines, les manufactures d'automobiles, par exemple, et les nombreux services dans cette région-là, parce qu'on pouvait gagner des meilleurs salaires dans le sud de l'Ontario, à comparer au Québec. On gagnait 25 % de plus si on migrait vers le sud de l'Ontario, à comparer à ce qu'on gagnait au Québec. Cela étant dit, le sud de l'Ontario était aussi la région où on a commencé à constater l'acculturation pour la première fois. En 1941, le taux était de 38 % dans cette région-là déjà, alors que dans l'Est et dans le Nord-Est, c'était quelque chose qui était pratiquement non existant. Les taux d'assimilation étaient de 5 et 17 % dans ces régions-là. Donc c'était une réalité à laquelle on ne pensait même pas pendant les années 40 dans le Nord-Est et dans l'Est, tandis que dans le Sud, c'était déjà une réalité. L'autre réalité qui était nouvelle, c'était l'arrivée d'immigrants francophones. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'Européens qui se sont retrouvés au Canada. Et donc, on a commencé au sein de la communauté franco-ontarienne du Sud à intégrer des Français, des Belges, des Suisses qui se trouvaient dans cette région-là. Et à partir des années 70, eh bien, des gens qui étaient de pays francophones en Afrique, dans les Antilles et même en Asie. Entre-temps, il y a eu certaines difficultés dans la relation entre le Québec et l'Ontario français. Parce que la majorité canadienne-française a commencé à se tanner et s'écœurer par rapport à la manière que les affaires économiques étaient portées dans cette province-là. C'était la minorité anglophone qui avait le pouvoir. Et donc, on a commencé à se dire que peut-être il ne fallait plus se démener pour toujours appuyer les minorités pendant le règlement 17, pendant les crises scolaires ou pour favoriser
leur développement d'association. Il fallait peut-être regarder vers l'intérieur et plutôt regarder à l'État comme le moyen du développement collectif. Et donc, il fallait peut-être couper les liens avec les minorités, ou du moins y attribuer moins d'importance pour qu'on s'occupe de nos affaires et que les choses aillent mieux au Québec. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs grandes associations, même comme l'Ordre de Jacques-Cartier, qui avait des membres en Ontario, au Québec et en Acadie, bien, l'Ordre de Jacques-Cartier est disparu en 1965 parce que les minorités et le Québec ne s'entendaient plus nécessairement sur un projet politique commun. Et d'autres associations ont subi un sort très semblable pendant ces années-là. La commission Laurando-Dunton, en particulier, a vu la crise venir. Parce que les élites politiques, tandis qu'elles disaient qu'il fallait favoriser les Canadiens français partout, et une certaine élite commençait à dire qu'il faut favoriser les Canadiens français seulement au Québec, et peut-être même atteindre et accéder à l'indépendance politique. On se rendait compte aussi que les Canadiens français au Québec avaient des revenus bien inférieurs, à peu près 36% inférieurs à la minorité anglophone. Ces tensions-là se sont exacerbées au point où on a nommé la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1963, avec les commissaires Davidson Dunton et André Laurando, qui ont dû se pencher sur les problèmes constitutionnels du Canada pendant les années 60 et proposer des remèdes pour imaginer le Canada d'une manière différente parce qu'on se disait que ce pays-là allait s'effondrer pendant si on n'adoptait pas des mesures drastiques. La période de timidité qui avait prévalu depuis les années 20 devait cesser, on devait passer à l'action et faire autre chose. Et c'est en fait à partir de cette commission-ci qu'on a eu la recommandation d'adopter le bilinguisme officiel au gouvernement fédéral, qu'on a commencé à financer. Même le gouvernement fédéral a commencé à financer l'éducation dans la langue de la minorité, a commencé à financer les associations culturelles à partir de 1968. Cela étant dit, la recommandation qui était probablement la plus importante, qui avait trait au biculturalisme, a été rejetée. L'idée d'avoir des districts bilingues. C'était une création, c'était toute philosophique, on ne l'a pas appliquée nulle part, mais c'était une idée où les gens auraient pu travailler dans la langue de leur choix. Et il y aurait eu certaines garanties dans les municipalités et dans les provinces par rapport aux services et la langue de travail dans l'État à ce moment-là. C'était une grande partie du rapport Laurando-Dunton qui recommandait qu'on reconnaisse les régions bilingues comme telles et qu'on essaie de renforcer le groupe minoritaire par une certaine autonomie politique. Mais cette recommandation-là a essentiellement été rejetée par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau parce que lui voyait dans cette tendance-là une ghettoisation. Il voulait qu'on parle français d'un océan à l'autre, même si c'était peut-être un peu naïf par rapport au réel rapport de force entre langues dans un espace minoritaire. Parce que lui venait de Montréal, c'était quelqu'un qui était parfaitement bilingue, et il se disait que ce qu'il avait vécu dans sa vie personnelle pouvait s'étendre à l'ensemble du pays. Alors que il y a un philosophe qui s'appelle Joseph Yvon Thériault qui dit que les langues se chassent. Il y en a toujours une qui va être plus forte que l'autre. Donc, il y en a une qui prédomine, celle qui est majoritaire, et l'autre qui est moins forte, celle qui est minoritaire. Et donc, si on veut maintenir ou du moins aider la culture minoritaire, il faut la soutenir par des subventions, mais aussi par une certaine autonomie politique. Et ce morceau-là, on ne l'a jamais eu, en fait, à partir de tout ça. Donc, la commission Laurando-Dunton représente une époque très importante dans l'histoire canadienne. Elle a rénové le fédéralisme d'une certaine manière, mais elle est quand même arrivée à certaines limites et ce ne sont pas toutes les réformes qui ont été adoptées pendant ces années-là. Donc, entre un Québec qui n'aimait pas nécessairement le fédéralisme qui était proposé par Pierre Elliott Trudeau et un Canada anglais qui se renouvelait, mais ça avait des limites, leur adhésion au bilinguisme, les minorités se sont trouvées un peu coincées parce qu'on n'avait plus l'appui du Québec et le Canada anglais avait tendance à voir les Franco-Ontariens comme une minorité, comme d'autres minorités ethniques,
comme les gens d'origine italienne, d'origine irlandaise ou d'origine camerounaise, par exemple. Cela étant dit, il y a eu une lueur d'espoir, une petite lueur d'espoir en 1967, lorsque le premier ministre John Robarts a promis aux Franco-Ontariens que des écoles secondaires de langue française seraient financées par le public à partir de 1969. Et c'est la raison pour laquelle on a eu la première école secondaire financée par l'État, McDonald-Cartier à Sudbury en 1969 et à d'autres endroits dans la province. Cela étant dit, il y a quand même eu des commissions scolaires qui ont résisté et qui n'ont pas voulu ouvrir ces écoles-là. Et c'est la raison pour laquelle on a eu des crises scolaires, dont celle de Sturgeon Falls, ici qu'on voit en septembre 1971. Certaines crises scolaires où les élèves ont dû sortir dans la rue et manifester pour avoir accès à l'ouverture d'une école secondaire qui serait financée par l'État. Il y en a eu d'autres crises à Cornwall, à Penetanguishene, à Windsor pendant les années 70, qui ont finalement eu gain de cause. Donc ces écoles-là ont ouvert leurs portes éventuellement, mais ça a été avec, en fait, une certaine résistance de la part de la majorité. Les subventions de l'État fédéral ont, cela dit, permis l'émergence de nouvelles associations, de nouvelles institutions, comme par exemple des organismes culturels et des associations jeunesse, comme l'ancêtre du REFO, Direction Jeunesse, les éditions Prises de parole, une première maison d'édition de langue française en Ontario, les concerts la nuit sur l'étang, et même la Fédération des jeunes secondaires franco-ontariens en 1975, qui s'appelle, à cette époque-là, comme toujours, la FESFO. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? On a commencé à faire de la recherche sur l'Ontario français aussi. L'Institut franco-ontarien, la Revue du Nouvel-Ontario, ce sont des institutions qui ont été fondées pendant les années 70 pour favoriser le regard critique sur cette société-là. Donc, les années 70 sont à la fois des années de déception par rapport à l'autonomie politique des Canadiens français, mais une période extrêmement effervescente au niveau du développement des associations culturelles et des institutions scolaires. L'idée que, par exemple, on a commencé à... Excuse-moi, on va revenir ici. On a commencé à revendiquer pour d'autres choses, comme des services de la province en français. Certains ont commencé à penser qu'il faudrait une protection constitutionnelle pour les Franco-Ontariens. Et c'est la raison pour laquelle, quand la Charte des droits et libertés a été adoptée en 1982, on a intégré l'article 23 qui assurait la formation dans la langue de la minorité pour les Franco-Ontariens. Cela étant dit, la Charte a un petit peu éloigné encore les minorités du Québec parce que le Québec avait tendance à voir le rapatriement comme un échec parce qu'il n'avait pas réussi à se faire reconnaître une certaine spécificité à l'intérieur de la nouvelle Constitution. Et les Franco-Ontariens voyaient l'article 23 comme une protection culturelle de leurs écoles et de leur, essentiellement du droit à l'école française. Et donc, dépendant de la rive du côté qu'on se trouvait de l'Outaouais, on voyait le rapatriement et la Charte comme un échec ou comme une victoire. Ce qui a fini par, d'une manière idéologique, éloigner un peu les Franco-Ontariens et les Québécois encore un peu plus. Pour aller un peu plus rapidement, je vous dirais juste que c'était encore des années où on a revendiqué énormément de choses comme la création des conseils scolaires, la création des premiers collèges de langue française. Ici, on voit une manifestation à Toronto, si je ne me trompe pas, en 1992 pour des collèges. Puis, comme vous le savez, le Boréal a ouvert ses portes en 1995. Une autre partie de la lutte qui était très importante à cette époque-là, c'était la lutte pour une université de langue française en Ontario, qui est une lutte qui n'a pas connu le succès, en fait, pour de nombreuses raisons dont qu'on pourrait discuter en ce moment. Mais ici, on voit des gens de différentes origines de la région de Toronto qui manifestent pour la création d'une université de langue française à Toronto, ce qui n'existe toujours pas 22 ans plus tard. Donc,
essentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait dire au sujet de l'Ontario français en 2015, après 400 ans de présence, de travail, de développement, mais aussi de défis et d'embûches. On pourrait dire qu'en 2015, d'une certaine manière, ou en 2014, de nos jours, l'Ontario français est plus fort que jamais au plan institutionnel, parce qu'on a plus qu'on n'a jamais eu à ce niveau-là. Il faudrait dire qu'il y a une certaine respectabilité du fait français qui n'existait pas, qui était beaucoup plus marginal autrefois. On a tendance à le respecter beaucoup plus dans la place publique. Cela étant dit, puisque de plus en plus de gens se trouvent en ville et se trouvent minoritaires dans leur contexte local, eh bien, ça pose des défis par rapport à l'acculturation et on perd toujours beaucoup de gens vers la culture majoritaire. Et c'est un défi qu'on n'est pas arrivé à contourner encore du moins. On n'a pas trouvé les moyens qui étaient nécessaires pour du moins se maintenir comme société parce qu'il semble encore avoir des éléments au plan institutionnel et au plan culturel qui nous manquent pour essentiellement être une société complète et qui se développe. Donc, c'est sur cette note que je vous laisse par rapport aux 400 ans de vie politique en Ontario français. J'ai probablement dépassé les 60 minutes, mais peut-être juste modestement. Donc, j'espère que ça a été intéressant et que ça n'a pas été trop ennuyant. Je veux vous dire que ce document ici va être lancé et rendu disponible à partir du mois de février. Donc, si vous n'en avez pas eu assez aujourd'hui, bien, vous pourrez relire la présentation en intégrale à partir du mois prochain. Donc, je vous remercie de votre attention.